Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce vendredi 30 novembre, près de 300 policiers congolais sont arrivés ce vendredi à Goma pour sécuriser la ville. C'est en prévision du retrait du M23 et de son côté, l'armée régulière devra se redéployer ce samedi. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a présenté son rapport ce vendredi à la plénière. Une CENI qui sera dotée d'une assemblée plénière composée de 13 membres. Et enfin, le gouvernement rassure les fonctionnaires et agents de l'État que le processus du paiement par voie bancaire se poursuit normalement en dépit de cette situation trouble. Le gouvernement s'efforce d'assurer le paiement des salaires par voie bancaire. Voilà donc tout pour les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle qui nous vient de Goma, des centaines de policiers sécurisent Goma avant l'arrivée de l'armée. Les FARDC ont donc prévu leur déploiement samedi. Plus de 300 policiers ont commencé leur travail et sont arrivés sur les lieux, alors que la population demeure craintive après des exactions commises par les deux camps. Ce même vendredi, 2 centaines de rebelles se retiraient aussi des collines surplombant Saké, ville que le groupe armé avait prise bien sûr il y a 10 jours. Le chef militaire de la rébellion, le général Sultani Makenga, a donc accusé la MONUSCO de bloquer le retrait de ses troupes de Goma prévu samedi, des allégations rejetées directement par le porte-parole de la MONUSCO. Le retrait des milices ou de militaires du M23 de la ville de Goma crée donc la psychose dans la population. Les militaires se déplacent, mais l'administration reste sous contrôle du M23 qui promet de déployer sa police. Écoutez ce qu'en pensent les gomatraciens à travers cette correspondance de Saïdi Ramazani, notre correspondant permanent. Le retrait du M23 de la ville de Goma, qui est tombé le mardi 20 novembre 2012, a été impératif selon la communauté internationale d'une part, et d'autre part sanctionné par des obligations du M23 au gouvernement de Kinshasa, comme l'a dit son président Jean-Marie Runiga. Les retraits, oui, mais l'administration et la police resteront sous contrôle du mouvement. La population ne tarde pas à approfondir leur analyse sur l'effectivité du retrait du M23, dans le sens que le M23 n'a pas d'effectivité qui peut être scindée pour faire une police et une armée qui va se retirer à Kibumba. Tout est possible. Ne sera-t-il pas le même militaire qui seront transformés en policiers en échange simple de détenus? C'est ce qui est au premier plan de l'analyse des tout gomatraciens. Et sur le M23, aurait une police, à combien estime-t-il cette dernière pour la sécurisation des personnes et leurs biens? En tout cas, le M23 aura difficile à expliquer cet exercice. Rappelons que dans certains coins de la ville, les cas de vols nocturnes des véhicules et biens des maisons sont déclarés il y a 48 heures, chose qui accroît la psychose dans laquelle la population est en train de vivre, y compris la vie sans finance ni administration. Signalons par ailleurs que la population oscille entre la crainte et l'espoir de ce qui va venir après ces moments sombres où aucune formule n'est applicable. Depuis Goma, Saïdi Abbas Majid pour la télé 7 Kinshasa. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères était hier devant les sénateurs à la suite d'une question orale avec débat. Raymond Tshibanda a donc affiché un certain optimisme quant à l'issue de cette crise qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Après Mouyej Manguezemans de l'intérieur, ce jeudi, c'était le tour de Raymond Tshibanda de donner son point de vue sur la situation sécuritaire de l'Est. Devant les élus des élus, le chef de la diplomatie congolaise qui répondait à la question orale lui adressée par la plénière se veut donc rassurant. Raymond Tshibanda a affirmé devant les sénateurs que le gouvernement a respecté tous ses engagements signés avec le CNDP. Quant à l'occupation de la ville de Goma par le M23, le ministre des Affaires étrangères se dit optimiste quant à l'issue pacifique de cette situation. Que le M23 est en train de se retirer.
de saquer de Goma. C'est le début de la solution. Goma appartient à la RDC. Goma appartiendra toujours à la RDC. La RDC est éternelle. Les décisions des chefs d'État sont claires. Dès le départ du M23, la police nationale congolaise reprend ses activités dans la ville de Goma et un bataillon de FARDC entre dans Goma. Au sujet des revendications du M23, le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un prétexte pour cacher des raisons véritables moins inavouables pour lesquelles ces rebelles font la guerre à la République démocratique du Congo. Tshibanda Tunga-Mulongo se dit convaincu que le CNDP n'a pas respecté ses engagements. Lundi prochain, le ministre de la Défense nationale sera aussi face aux sénateurs pour d'autres explications et le débat sera ouvert sur ces interventions des membres du gouvernement. Les pressions internationales contre la rébellion qui a conquis Goma le 20 novembre dernier ont donc payé, mais l'accalmie risque d'être provisoire, d'autant plus que les maîtres actuels de Goma ne font qu'encercler la ville au lieu d'aller plus loin, ou soit arrêter leur aventure. L'opinion s'interroge si ce retrait est-il crédible? Tentative de réponse dans ce commentaire de la rédaction. La diplomatie a encore les moyens de peser sur les crises régionales, du moins en apparence. Ainsi, les bonnes fées qui se sont penchées sur la situation dramatique de l'Est de la RDC semblent avoir marqué des points en début de semaine. Sous pression de la communauté internationale, les rebelles du M23 ont en effet commencé mercredi le retrait de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, qu'ils avaient conquise le 20 novembre dernier. Situation confuse ce dernier jour. L'ONU avait multiplié les condamnations et les sanctions ciblées contre les leaders du M23 et les principaux pays de la région, réunis le week-end dernier à Kampala, en Ouganda, avait également exigé le retrait de rebelles de Goma. Même le Rwanda, souvent soupçonné de soutenir le M23, a joint sa voix à ces demandes. La situation est encore confuse dans la ville où des camions chargés de soldats rebelles quittaient leur position tandis que d'autres entraient, eux, dans Goma. Mais tout le monde s'attend désormais à ce que les mutins du M23 se replient en dehors de Goma. Les rebelles vont-ils se contenter de négocier l'application des accords du 23 mars 2009, réclamant notamment de meilleures conditions d'intégration dans l'armée congolaise qu'ils ont quittée en avril, ou bien vont-ils avoir également des exigences démocratiques au niveau national, comme ils l'ont fait ces derniers jours? Que feront-ils en cas d'échec des négociations, alors que la méfiance reste forte entre les rebelles et le pouvoir central qui les accusait mardi dernier d'épier la banque centrale avant de quitter Goma? Bien des questions restent en suspens, d'autant que si le retrait a lieu, il ne sera que partiel. Le M23 veut laisser des hommes à l'aéroport et les rebelles conservent de toute façon le contrôle d'une partie du Nord Kivu. L'accalmie risque donc d'être provisoire, mais les pressions semblent avoir payé. Dans un contexte marqué par la guerre dans l'est du pays, le gouvernement rassure les fonctionnaires et agents de l'État que le processus de paiement par voie bancaire se poursuit normalement. En dépit de cette situation trouble, le gouvernement s'efforce d'assurer le paiement des salaires par la voie bancaire. Les fonctionnaires de la partie Est ne sont pas donc oubliés ni ignorés. Aux policiers de l'Équateur, le gouvernement est donc au courant du retard de paye, mais fait savoir que tout est mis en œuvre pour régulariser la situation. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale présidée par le vice-premier président du bureau de cette chambre parlementaire, Charles Mondo Simba, a livré donc le secret de son examen de loi organique sur la commission électorale nationale indépendante. Mais le désaccord persiste quant à la répartition des postes au sein du bureau entre les forces en présence. Mais tout de même, un compromis a été donc trouvé. L'Assemblée plénière sera composée de 13 membres issus de toutes les tendances. Nous y reviendrons avec force détail. Dans un autre chapitre, la Banque centrale du Congo décide de maintenir le taux directeur à 6%. La décision a été prise jeudi au cours de la réunion du comité
politique monétaire, une décision motivée par la situation sécuritaire dans l'est du pays où les biens de première nécessité ont pris de l'ampleur. La stabilité du taux directeur va permettre également à la Banque centrale du Congo de garder une marge de positivité par rapport à l'inflation à l'est de la République démocratique du Congo. Anita Lombois. Les trois principaux marchés des biens et services sont demeurés stables, selon Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Sur le marché d'échange, en effet, le cours indicatif et parallèle se sont appréciés à 0,18%. Le taux d'échange s'est situé à 914 francs congolais à l'interbancaire, 921 francs congolais sur le marché libre et 922 francs congolais au parallèle. Concernant la situation qui prévaut à l'est du pays, le gouverneur de la Banque centrale du Congo se dit plutôt inquiet de l'ampleur des prix des biens de consommation dû à la rareté des produits sur le marché. Voilà qui justifie le maintien du taux directeur par le comité de politique monétaire à 6%. De l'autre côté aussi, nous voulons garder une marge de positivité par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, nous avons 3 points de plus par rapport à l'inflation, donc avec un taux directeur de 6%. Et nous pensons que nous devons, par prudence, maintenir le taux directeur à 6%. Nous avons encore le mois prochain pour voir comment et si il faudra bouger, par exemple, le taux directeur. Quant à la délégation du FMI qui devrait arriver à Kinshasa d'ici la fin du mois, le gouverneur de la Banque centrale du Congo compte demander une prorogation avec l'actuel programme en vue d'expliquer au FMI que la RDC a pratiqué une politique prudente en matière de bonne gouvernance. Dans l'entretemps, nous avons demandé une prorogation de l'actuel programme avec le Fonds monétaire international. L'actuel programme aurait dû prendre fin le 10 décembre. Donc, nous avons écrit au Fonds monétaire international pour qu'on puisse proroger le programme. Maintenant, il y a également aussi quelques petits préalables qui ont été demandés à la partie congolaise, notamment dans le secteur minier. Il fallait pouvoir donner certains éléments pour montrer qu'il y a suffisamment de transparence et qu'il y a une bonne gouvernance dans le secteur minier. Toutefois, le gouverneur de la Banque centrale du Congo peut s'estimer heureux. La RDC peut terminer l'année en beauté avec un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation sous contrôle et une monnaie stable. Les indicateurs macroéconomiques sont au vert. L'affirmation est du chef du gouvernement à l'issue de son entretien avec le chef des opérations de la Banque mondiale. Le gouvernement congolais voudrait également porter son taux de croissance à 8,2% dès l'année prochaine. Cette institution financière internationale s'est réjouie des efforts combien louables fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en cette matière, nous dit Doudou Ndombe. Ce tête-à-tête entre Matata Pogno et Eustache Ouattara a permis aux deux personnalités de faire un état des lieux d'avancement des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. À en croire les deux personnalités, les choses se portent plutôt bien. Dans les secteurs de l'éducation, santé ou route, les projets s'exécutent à un rythme assez normal, ce qui permet à la RDC de faire des prévisions pour l'année prochaine en termes de taux de croissance à 2 chiffres et mettre un accent particulier sur l'agriculture dans l'intérêt de booster l'économie du pays. Nous pensons que c'est un pays qui devrait croître à un taux de croissance à 2 chiffres. Et pour le faire, il faut vraiment ouvrir les portes de la compétitivité. Essentiellement, l'agriculture reste un domaine qui devrait permettre de nourrir la population, mais également de créer où il y a des niches de croissance énormes. Et donc, le travail de la Banque mondiale pour accompagner le gouvernement, ce sera de mettre en place ce projet qu'on appelle les pôles de croissance dans la zone du Bas-Congo, connecté à Kinshasa, pour vraiment booster la production agricole, donner des revenus aux paysans et relancer la création d'emplois en même temps que la fourniture de produits alimentaires à bas prix pour la population de cette mégalopole qui est Kinshasa. Pour ce partenaire traditionnel, la RDC demeure un pays important dans la région et devra jouer pleinement son rôle pour déclencher le développement de la région. La Société nationale d'assurance a donc traité
comme d'habitude, est payé une dizaine de dossiers à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et à Kinshasa, la capitale de la RDC. Partout, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la direction de cette entreprise publique qui, malgré le temps difficile, s'acquitte plutôt bien de ses engagements envers ses clients. Anita Lombois, Charlie Tonsi pour le reportage. Malgré les événements douloureux qui s'écoulaient à ceux du pays, la Société nationale d'assurance n'a pas dérogé à la règle. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, l'opération Jeudi Sinistre se déroule sans désemparer. Dans la ville de Bukavu, 16 dossiers ont été traités et payés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Il n'y a qu'un sentiment de joie que je peux exprimer. Quand il y a réparation, on peut être content. Et j'espère que l'assurance va continuer sur la même lancée. À chaque fois quand il y a un sinistre qui se donne la peine de pouvoir payer. Je crois que ça va motiver les gens à pouvoir souscrire une police d'assurance. Le sous-directeur de la SONAS, dans le chef-lieu du Sud Kivu, ne manque pas d'encourager la population à faire confiance à l'assureur national. Je préviens nos assurés, nos clients, pour qu'ils comprennent l'importance d'un permis de conduire. Lorsque vous donnez votre véhicule à une personne qui n'est pas habilitée à conduire, en cas d'accident, s'il s'avère effectivement que c'est lui qui était au volant au moment de fait, il y a déchéance, même si vous êtes assuré. Donc il faut qu'il fasse très attention, parce que l'accident, c'est quelque chose qui arrive indépendamment de la volonté de quelqu'un. Dans la capitale, quelques dossiers, dont 3 Anjili, ont été également traités et payés. La Société nationale d'assurance reste déterminée à honorer ses engagements envers ses clients. Lutter contre le sida pédiatrique, c'est l'objectif principal de la Fondation Elisabeth Glaser. Cette organisation non gouvernementale a présenté ses activités en République démocratique du Congo à la presse. C'était jeudi, cela en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie de présentation a eu lieu au salon Virunga de l'hôtel Memling, nous disent Rose Awazi et Fiston Bouigny. Lutter pour l'élimination du sida chez les enfants, c'est les buts poursuivis par la Fondation Elisabeth Glaser qui existe depuis plus de 20 ans à travers le monde. Objectif de cette ONG est d'éliminer les sida pédiatriques grâce à la fourniture de services VIH de qualité et compréhensifs, le traitement de personnes déjà infectées et de travailler avec les zones de santé pour améliorer la qualité des services de la santé maternelle et infantile. Présente en RDC depuis une année, cette ONG, par les truchements de son président, rassure. L'élimination du sida pédiatrique dont il est question ce soir est un enjeu majeur dans la lutte que l'humanité mène contre le VIH-Sida depuis des décennies. Plus qu'un sujet de discussion, l'élimination du sida pédiatrique est aujourd'hui un sujet réalisable. Pendant des années, la guerre a été menée contre le virus apparemment invincible, mais aujourd'hui, nous sommes en train de franchir le seuil d'une génération sans sida. La République démocratique du Congo est l'un des pays où les femmes sont plus souvent exposées à cause de la guerre à l'est du pays. Les femmes sont victimes de viols. C'est ce qui justifie l'engagement du gouvernement qui s'emploie à la lutte contre cette pandémie qui ravage la population du monde. Toujours à marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée chaque 1er décembre, une table ronde réunissant les partenaires, les bailleurs de fonds ainsi que les ONG œuvrant dans ces secteurs de lutte contre cette pandémie. Il souhaite donc, à l'issue de cette rencontre, mettre en place une politique de sensibilisation sur le VIH-Sida auprès des populations de la République démocratique du Congo. Ces assises organisées par Corded se tiennent à la Caritas Congo dans la commune de La Gombe.
C'est en prélude de la célébration de la Journée mondiale du sida que se tient cette table ronde. Une occasion pour les différentes structures de la lutte contre le VIH-Sida d'échanger sur les stratégies de sensibilisation de jeunes en particulier et toute la population congolaise en général sur le VIH-Sida, surtout pour responsabiliser tout le monde face à ces fléaux qui détruisent les populations du monde. En vue de sensibiliser et d'informer les jeunes, les hommes et les femmes, ainsi que les personnes vivant avec le VIH-Sida, autour du thème pour une génération sans sida. Oui, c'est possible avec l'effort de tous. Pour cette célébration, un certain nombre d'organisations issues de la société civile, les autorités gouvernementales et les médias seront associés à l'événement pour une meilleure diffusion des informations auprès non seulement du public visé, mais également de la population congolaise en général. Plusieurs exposés ont été présentés autour du thème « Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au sida », tout ceci dans le but d'informer la population sur ces virus qui jusqu'à ce jour n'a pas de remède. Dans le cadre de ces 16 jours d'activisme contre la violence de genre en République démocratique du Congo, le sexe Ossissa et le programme Droits de femmes tient à mettre en place un projet opérationnel. C'est pour aider à renforcer et développer les capacités de jeunes femmes de créer et de gérer des organisations de la société civile qui travaillent dans ces secteurs. La clôture de cet atelier est intervenue ce vendredi. C'était donc au siège de l'Ossissa dans la commune de la Gombe. Anita Lombois pour le reportage. La situation des femmes en République démocratique du Congo est très difficile. Comme dans la plupart des pays, la femme représente plus de 52% de la population et sont également les principaux producteurs de produits agricoles. Malheureusement, elles ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Pour y remédier, le programme Droits des femmes et Ossissa ont pendant 5 jours élaboré un projet qui devrait être opérationnel pour aider la femme à se développer, créer et gérer des ONG en vue de devenir des meilleurs gestionnaires, mais aussi avoir une vision et une mission claires pour leur travail. Pour Cindy Mutombo, ce projet va également soutenir l'émergence d'une société civile dynamique avec les ONG locales qui fonctionnent déjà. En organisant cet atelier, on voulait remplir le travail qu'on voulait faire par rapport au renforcement de capacités pour les jeunes organisations ou les organisations qui ont des jeunes femmes à leur sein. Cette formation est une formation pour renforcer les capacités des organisations. C'est une formation vraiment pour l'organisation, une meilleure organisation, un meilleur management des organisations. Les participants se disent fiers, convaincus que cet atelier leur permettra d'acquérir des potentiels en vue de revigorer le mouvement des femmes en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne les ONG ou les associations à but sans but lucratif, il y a toujours des activités à mener par rapport à une cause que l'on défend. Et souvent, ces activités nécessitent des fonds. Et pour pouvoir récolter ces fonds, il y a des techniques, il y a des éléments à rassembler. Nous avons appris comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir passer notre message. Surtout que chez nous, au pays, la communication n'est pas encore bonne. Motiver les dirigeants des organisations non gouvernementales et de leur personnel en leur fournissant une assistance technique, donner aux jeunes femmes les outils nécessaires pour recruter des membres du conseil d'administration qui aideront à soutenir leur organisation. Ce sont là les objectifs du programme Droits de femmes. Une délégation de chefs coutumiers a visité le groupe de presse Le Potentiel au Radio Télé 7. Ce chef traditionnel ont félicité à travers l'administrateur général Freddy Mouloumbaka Boyo-Bondo tout le personnel du groupe pour le travail abattu dans le cadre des veilles de conscience pour la défense de la patrie. Ces gardiens de pouvoir traditionnels ont également annoncé l'organisation dans les tout prochains jours des manifestations en vue de trouver des solutions aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Serge Kouete, Rose Awazi pour le reportage.
Ces chefs coutumiers représentant les 11 provinces veulent à leur tour trouver des solutions à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. À travers une manifestation dénommée la délivrance et la purification de la terre congolaise souillée pendant ces guerres et conflits politiques injustes. Ces chefs estiment que la guerre ne prendra jamais fin tant que le sang des innocents victimes de la guerre crie vengeance. Ils souhaitent rencontrer le chef de l'État pour obtenir son soutien quant à cette manifestation combien importante pour le pays. Yango tosi toyokani biso na basali ya nzambe na famille politique poto délivrer mabele. Yango tosengi lelo po likambo oyo ndenge tosi toyokani tosengi président de la République Joseph Kabila Kabange ayamba tout d'abord groupe yo ya ba chef coutumier bazana vision wana ezali biso ba chef coutumier ya JNRG donc bazo organiser et délivrance de la terre congolaise. Alors, ayamba biso, le coup la tozu mikanda, il y a ministre de l'Intérieur, Sénat, tout, basi va autoriser biso pour te délivrer. Mais moyen pour tout ça la cérémonie na mboka, sans avaler à mkonzi mboka et kosimbate. Par ailleurs, ces derniers félicitent Freddy Mulumba pour son combat d'éveil des consciences à la nation congolaise. À son tour, la DG du groupe de presse Le Potentiel Radio Télé 7 a trouvé de mots justes pour remercier les chefs et les exhorter à protéger la coutume. Il faut, en dehors, il y a makambu, il y a politique. Il faut botter la makambu, il y a bukoko, il y a solo sol. Donc, bossa la nyonso pour travailler là-bas, de façon que bokenda musika. Il faut bonne nuance bossa là. Conscience. Tant bien que mal, le message est passé, il revient au chef de l'État de prendre en compte le message que ses chefs lui apportent. Notons par ailleurs qu'une émission sur la coutume sera désormais diffusée sur Télé 7 pour promouvoir la coutume. Toujours à Kinshasa, le quartier Madiata dans la commune de Selembao, de plus en plus menacé de disparition. Le ravin se font de plus en plus menaçants, rendant plus douloureuses encore les conditions de vie des populations. Je ne vous en dis pas plus. Suivons plutôt ce reportage de Bijumbouyi, Mariamboya et Fichtombouini. Madiata, l'un des quartiers de la commune de Selembao, risque de disparaître de la carte géographique de cette commune si l'on y prend garde. Connue sous le nom de Kitokimosi, cette partie de la ville connaît une situation particulière due entre autres à la pénurie d'eau potable. Il faut aller à la source de temps en temps, surtout pendant la saison sèche, et pendant la saison de pluie, les habitants se servent de l'eau de pluie recueillie dans des fûts dont l'intérieur laisse à désirer. Les habitants de Kitokimosi vont à la recherche de l'eau dans les communes voisines. Ces dames égrènent l'une après l'autre des difficultés auxquelles elles et leurs fils d'infortune font face au quotidien. Nous n'avons pas de courant, ni de l'eau non plus. Ici, nous buvons l'eau de source. Nous parcourons de kilomètres à la recherche de l'eau. La seule difficulté est l'eau, l'électricité. Lorsqu'il pleut, ce ravin fait couler deux fois même des petits-enfants. La carence en électricité est récurrente. Et comme il fallait s'y attendre, l'insécurité fait le lot quotidien de ses compatriotes. Nous avons d'installations d'électricité, mais le courant revient que tard. Que les autorités viennent arranger tout ce qui se passe dans ce quartier. Par ailleurs, Papansona, l'un des anciens habitants de Kitokimosi, a perdu sa maison en 1991 lors d'une pluie qui l'avait emportée. Il vit présentement dans une baraque de fortune à la merci des intempéries. Ma maison était en briques, mais compte tenu de l'orage qui m'a attaqué, la maison est tombée. C'est ainsi que je fais l'hangar ici. Cet arbre ici, je l'ai planté quand le quartier est encore très bon. Et maintenant que nous avons connu l'érosion, on est resté comme ça. À cela s'ajoute le problème de caniveau pour canaliser les eaux de ruissellement. Cette petite fille revient de la source puisée de l'eau après avoir bravé tout ce ravin. L'eau coule rarement chez nous. J'ai 12 ans, mais j'aide mes parents à aller puiser de l'eau à la source, dit cette petite fille.
Ces femmes qui aident les petits-enfants à puiser l'eau de source expliquent que ce puits est un don des députés qui sont passés lors de la campagne et qui ne sont plus jamais repassés. Lors de la campagne des députés, ils nous ont laissé ce don. Ça fait 10 ans, nous demandons aux autorités de nous venir en aide, 17 femmes. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, 17 femmes. Pourtant, la commune de Selembao est l'une des grandes communes de la capitale. Elle comprend la grande prison de Makala. Elle compte parmi les communes les plus reculées de la ville de Kinshasa. Malgré tout, cette population espère qu'un jour, la situation devrait s'améliorer. À présent, nous allons lire les journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Ils ont été sélectionnés et commentés par Bijou Mboyindoya. Revue de presse. Partira ou partira pas, c'est la grande question que l'opinion tant nationale qu'internationale se pose au sujet du M23. En tout cas, cette question de l'Est devient un véritable casse-tête. La totalité des journaux parvenus à notre rédaction analyse cette question sous divers aspects. D'abord, le Phare qui parle des prolongations à Goma. En effet, ayant promis d'évacuer complètement la ville de Goma ce vendredi, le M23 prétend à ce jour que cela n'est plus possible. En lieu et place de quitter le sol congolais, les rebelles sont en train de placer plusieurs ceintures à l'intérieur comme à l'extérieur de Goma pour empêcher toute tentative de replacement de cette ville sous le contrôle des autorités politiques congolaises. Décidément, le M23 joue avec les nerfs des Congolais. Cette situation pousse la référence plus à s'interroger si le M23 ne joue pas aux manœuvres dilatoires quand on sait que ces rebelles sont jusqu'à présent visibles dans la ville de Goma. Du coup, c'est le scepticisme qui s'installe dans le chef de plusieurs habitants de Goma. Ces derniers craignent le retour des combattants du M23 sous une autre tenue, quoique le secrétaire d'État américain Hillary Clinton ait vivement déconseillé aux rebelles toute attaque et l'occupation de Goma. D'ailleurs, cette prise d'opposition de Washington est reprise par les dépêches de Brazzaville. Ce journal note que la diplomate américaine, au cours de son entretien avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, a appelé la rébellion à respecter les termes du cessez-le-feu et à revenir sur ses positions du mois de juillet. Les États-Unis haussent le ton, la France aussi emboîte le pas. Pour preuve, la diplomatie française déborde d'initiatives dans le dossier RD congolais, rapporte Africa News. Celle-ci a soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies son projet de résolution sur la situation à l'est de la RDC, un projet immédiatement voté à l'unanimité. Elle a par ailleurs poussé le Conseil de sécurité à reconnaître à la RDC le droit de défendre son intégrité territoriale et d'organiser sa sécurité. Le journal ajoute que sur la demande de la France, les anciennes colonies françaises d'Afrique se déploient. Après les émissaires des présidents gabonais et tchadiens, le président congolais Denis Sassou Nguesso arrive ce vendredi à Kinshasa pour rencontrer Joseph Kabila et la classe politique pour faire le point de sa mission effectuée 3 jours plus tôt au Rwanda. Information reprise en écho par la Prospérité qui ajoute que l'entrée en jeu de Denis Sassou Nguesso traduit en fait les efforts de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ceux-ci viennent s'ajouter à ceux de la CERGEL, de l'Union africaine et de l'ONU. Et le président congolais s'inscrit vraisemblablement dans une démarche de médiation entre Kigali et Kinshasa. Les pressions sont tellement fortes sur le M23 que ce dernier se retrouve bloqué sur tous les fronts. Dans son analyse, le palmarès pense que la seule voie de sortie du M23 est son retrait de Goma. Le grand bazar politique qu'il a ouvert n'a malheureusement attiré personne. Le potentiel, enfin, quant à lui, consacre sa une à la déclaration de l'UDEMO sur la guerre dans l'est de la RDC. Ce parti politique, cher à Nzanga Mobutu, estime que la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité et de la concorde nationale. Selon le bureau politique du parti, cette situation est l'œuvre d'un gouvernement qui a failli à ses missions régaliennes. Elle dénote un déficit sécuritaire criant et une balkanisation de fait de la RDC au profit des agresseurs. Voilà, c'était là l'essentiel de la presse parue ce vendredi. Voilà, merci Bijou Mboyi pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine. Au revoir.